Amis joueurs, bonjour, je suis à nouveau ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur Il était un jeu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo exceptionnelle. Oui, je sais, à chaque fois je vous dis que c'est une vidéo un petit peu spéciale, mais celle-ci, elle est vraiment très spéciale. C'est exceptionnel car c'est grâce à vous et à votre fidélité que j'ai eu la chance et que j'ai la chance de vous présenter ce jeu en avant-première. Car il s'agit d'un jeu qui était initialement proposé et disponible via le site Kickstarter, avec une campagne couronnée de succès, avec près de 2000 contributeurs en quelques semaines. Et je me retrouve donc aux côtés de grands noms de la vidéo du jeu de société pour vous présenter ce jeu, la Société des Jeux, Calawan et les Meeples, ou encore un monde de jeux pour ne citer que du beau monde quoi. Quand j'y pense, c'est quand même assez dingue. Et ce jeu, c'est The Last Bottle of Rome. The Last Bottle of Rome, c'est un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 60 minutes. Dans The Last Bottle of Rome, on va incarner un pirate voguant sur les mers. Ça, on a déjà vu. Mais ici, pas de malédiction à lever. Ouais. Mais plutôt des trésors à découvrir. Pour les échanger contre la toute dernière bouteille de rhum. Ah, là, ça me plaît. Donc oui, dans The Last Bottle of Rome, on va être dans la peau d'un pirate qui va naviguer à travers les mers pour aller chercher, récupérer et surtout ramener les trésors dans son repère pour les échanger contre des butins. Et le premier qui va réussir à gagner 10 points du butin va pouvoir tout échanger contre la dernière bouteille de rhum. Ah, ces pirates, c'est vraiment tous les mêmes. Il faudra être rapide, il faudra avoir de la chance, il faudra être opportuniste pour aller chercher ces fameux trésors. Il faudra aussi attaquer les navires adverses et esquiver leurs boulets pour ne pas abîmer notre navire et perdre ainsi notre précieux butin. Mais aussi, il faudra faire attention à ne pas réveiller le terrible Kraken. Voilà, tout ça c'était pour la petite histoire. Pour les contributeurs, le jeu devrait être livré directement chez vous quelques jours avant les fêtes. Enfin, si ce Covid il décide enfin d'arrêter de nous casser les pieds. Et pour les autres, attendez-vous à une sortie en boutique via Abby Games pour le premier trimestre 2021. Et oui, va falloir être patient. Alors, serez-vous le plus cupide de tous les pirates? Installez-vous confortablement, on va voir l'intégralité des règles, les spécificités de ce jeu, les règles à 2 joueurs, les règles d'extension aussi à 2 joueurs, les règles aussi pour 4 et 5 joueurs. Hissez les voiles, ouvrez les écoutilles et faites chauffer les canons. C'est parti pour aller chercher cette fameuse dernière bouteille de rhum. Et si on commençait par la mise en place, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, c'est parti. Dans The Last Bottle of Rome, comme je vous le disais, le but va être d'explorer les îles de l'archipel afin de récupérer des trésors qu'on va devoir ramener au repère des pirates pour les échanger contre des butins. Et le premier ou la première qui va accumuler 10 points de butin va remporter la partie et cette fameuse dernière bouteille de rhum. On va tout d'abord constituer le plateau de jeu et on commence par disposer le repère des pirates au centre de la table. Puis on va venir placer tout autour des tuiles îles face retournée, c'est-à-dire face cachée. Et bien sûr de manière totalement aléatoire. Quelle île va se cacher sous ces tuiles? Eh bien ça sera la surprise, c'est ça l'aventure aussi. On va mélanger les cartes îles pour en faire une pioche et on va faire de même avec les cartes trésors. On va maintenant pouvoir révéler 3 cartes îles et associer une carte trésor à chacune de ces îles. Ça, c'est si vous jouez à 2 ou à 3. Sinon, pour des parties à 4 ou à 5 joueurs, on va révéler une paire de cartes supplémentaires. On va prendre les cartes actions pour là aussi les mélanger et idem avec les cartes primes. Il est maintenant temps de choisir un capitaine que chaque joueur va placer devant lui. On aura le choix entre 8 pirates et chaque pirate étant illustré par un animal mais aussi une couleur à chaque fois différente. Mais surtout, vous l'aurez peut-être deviné, chaque pirate va avoir une capacité unique à utiliser à bon escient pendant la partie. On va poser la tuile butin et malédiction à côté de la zone de jeu et chacun va venir y placer un marqueur à l'effigie de son propre capitaine sur la case 0 de chacune des 2 pistes. On va prendre l'intégralité des jetons de dégâts que notre bateau va peut-être subir pendant la partie pour les mettre dans le sac. Et on va placer les jetons butin et le dé à disposition des joueurs juste à côté du plateau. Voilà, on a quasiment terminé la mise en place, mais avant de commencer la partie, on va chacun piocher
4 cartes actions. Et à noter que si on pioche une ou plusieurs cartes Kraken, c'est ça, on va alors les remettre au hasard dans la pioche et en piocher 2 nouvelles pour débuter la partie avec une main de 4 cartes. On va maintenant pouvoir placer son navire au centre du plateau sur ce fameux repère des pirates prêt à lever l'ancre. Et le ou la plus barbu va être désigné premier joueur. Parmi mes 4 cartes de départ, je vais devoir en choisir 2 pour les jouer. Chaque carte possède 2 icônes dans l'angle ici en haut à gauche qui vont symboliser les actions que je vais pouvoir réaliser pendant mon tour. On pourra ainsi gagner des doublons, naviguer, attaquer ou réparer des dégâts. Et bien évidemment, en accumulant des symboles identiques, on va aussi pouvoir réaliser cette action plusieurs fois. À savoir, et je trouve qu'on a vraiment tendance à l'oublier surtout pour les premières parties, on pourra tout aussi choisir de ne pas utiliser 3 actions et de les échanger contre une autre action de son choix. On retrouve en bas de la carte l'effet des cartes actions qu'on aura le choix de réaliser ou non, car en contrepartie de leur activation, on devra souvent payer un coût et se défausser de doublons ou augmenter notre malédiction comme indiqué avec cette icône. Une fois qu'on aura joué nos 2 cartes, qu'on aura réalisé les actions plus ou moins les effets de ces cartes, notre tour de jeu est terminé, on va tout défausser, les cartes jouées on les défausse et on passera le crochet à son voisin de gauche. Mais voyons un peu plus en détail les actions qu'on pourra réaliser pendant notre tour. Tout d'abord, on pourra naviguer. Et oui, car il faudra explorer rapidement l'archipel pour être le premier à mettre la main sur les trésors les plus convoités. Ce sera là la clé du succès. En utilisant donc ces symboles sur nos cartes, on va pouvoir déplacer notre bateau sur une tuile adjacente. Une tuile par symbole. Si cette tuile est inexplorée, donc encore face cachée, on va alors la retourner et déplacer notre bateau dessus. Si la tuile retournée comporte un icône de doublon, eh bien on va gagner un doublon. Et si notre bateau se déplace sur une des 3 tuiles récifs, on va alors piocher un dégât dans le sac. On placera alors ce jeton qu'on vient de piocher sur l'emplacement prévu sur sa tuile personnage. Et en fonction du dégât ainsi subi, on aura un handicap différent, mais on va voir ça un petit peu plus tard. Si on révèle à ce moment-là une tuile qui correspond à une des cartes îles qu'on avait révélées pendant la mise en place, alors on va pouvoir récupérer immédiatement le trésor qui était associé. Mais attention à avoir encore de la place pour transporter ces cargaisons. Généralement, on pourra transporter 2 trésors en même temps, représentés par les emplacements juste sur les côtés des tuiles personnages. On va alors défausser la carte île pour la remplacer par une nouvelle, y associer comme tout à l'heure un nouveau trésor. Et lorsqu'on va naviguer et retourner jusqu'au repère des pirates, d'où on vient au début de la partie, on va alors pouvoir échanger nos trésors contre des points de butin inscrits sur nos trésors. Et pour chaque point de butin gagné, on va avancer son marqueur sur la piste des butins. C'est plutôt simple finalement, mais attendez de voir la suite. On pourra aussi gagner des doublons. Amasser des doublons nous sera forcément utile, vous l'aurez compris, pour déclencher les effets de nos cartes et pour attaquer les bateaux qui s'approcheraient un petit peu trop près du nôtre. Et on en prendra bien sûr autant, c'est-à-dire on prendra autant de doublons que le nombre inscrit sur l'icône. Car oui, on pourra également attaquer des bateaux, ce qui pourrait s'avérer très utile pour ralentir nos adversaires ou tenter de leur faire perdre leur précieux chargement. L'action attaquer nous permet de cibler un de nos adversaires qui aurait eu la mauvaise idée de se trouver sur notre propre tuile ou sur une tuile tout juste adjacente. Et pour chaque icône attaquée supplémentaire, on pourra alors cibler un bateau éloigné d'une tuile supplémentaire. Si on ne pourra attaquer un adversaire qu'une seule fois par tour, on pourra aussi choisir de viser plusieurs adversaires pour chacun de nos icônes attaqués. Mais attention, car pour pouvoir attaquer, il faudra aussi dépenser un doublon par attaque. Car oui, la poudre à canon, c'est pas gratuit. Et pour connaître le nombre de dégâts qu'on va alors infliger, on va devoir lancer un dé. Si on obtient un crâne, on va alors infliger un dégât. Et on va infliger 2 dommages si on tombe sur la phase avec 2 crânes. Et avec cette face-là, dommage, nos boulets de canon tombent à l'eau. Et donc, en fonction des dégâts, le joueur visé va piocher 1 ou 2 dégâts qu'il va placer ensuite sur leur emplacement correspondant sur son plateau, comme on l'a vu tout à l'heure. Les jetons d'un même type peuvent s'accumuler, mais pas leurs effets. Et pour équilibrer le jeu, on ne pourra pas subir plus de 5 dégâts sur son plateau.
Et là aussi, on a tendance à l'oublier, mais le repère des pirates est protégé par le fameux code des pirates et on ne pourra donc pas porter d'attaque depuis ou vers cette case. Et non. Mais si on pourra prendre des dégâts sur notre bateau, on pourra aussi, et il faudra bien le faire, le réparer car il n'est jamais bon de laisser un bateau prendre l'eau trop longtemps. Et grâce à chaque action réparée, on pourra se défausser d'un jeton dégâts de notre choix qu'on remettra dans le sac. Et aussitôt qu'on aura enlevé le dernier dégât d'un emplacement, car je vous le rappelle, on pourra les accumuler, alors on ne subira plus son effet négatif. Faisons un tour un peu sur les dégâts qu'on pourra infliger. On a la voile trouée qui nous empêchera d'avancer convenablement et va limiter nos mouvements à une tuile maximum par tour. La cabine en feu va limiter la quantité de trésors en soute à un seul. Et si on en a trop, il faudra alors se délester d'un de ces trésors. Si les canons sont détruits, on ne pourra tout simplement plus attaquer nos adversaires. Si notre cale est explosée, on ne pourra plus gagner de doublons. Et enfin, avec le beaupré brisé, notre main va être limitée à 3 cartes au lieu de 4. Et on pourra retrouver facilement la liste des dégâts et leurs effets sur cette carte que chacun pourra récupérer en début de partie. Voilà, on a fait le tour des différentes actions qu'on pourra réaliser pendant la partie pour tenter de trouver, de récupérer les trésors pour aller les échanger comme tout bon pirate contre des butins pour se délecter de cette dernière bouteille de rhum. Mais vous vous souvenez, on avait parlé de cartes Kraken. Et bien dès qu'on décide d'utiliser l'effet d'une carte qui comporterait le symbole Kraken, on va alors avancer son propre marqueur d'une case sur la piste de malédiction. Et dès qu'un joueur va piocher une carte Kraken ou qu'il atteint 5 malédictions, alors le Kraken surgit, va attaquer immédiatement le ou les joueurs en tête sur cette piste malédiction. Et chacun des joueurs concernés va alors lancer le dé et perdre autant de butins et de malédictions que le résultat de son lancer. Et si, et attention, si on n'a pas assez de butins à soustraire, alors on va subir autant de dégâts à la place et les placer sur notre bateau. Bon, on est d'accord, il y avait déjà suffisamment de quoi jouer, mais c'était sans compter les extensions présentes grâce au financement participatif, donc voyons ça tout de suite. Tout pirate qui se respecte adore relever des défis, et en particulier quand il y a un butin à la clé. Et c'est ce que vont nous permettre les cartes primes qu'on pourra piocher à chaque passage sur l'une des 2 tuiles avant-poste du plateau. On va en piocher 2, en garder une secrète face cachée, et l'autre sera remise sur le dessus, attention, du dessus du paquet. Et si on remplit les conditions mentionnées sur cette carte prime, alors on va pouvoir gagner immédiatement un point de butin supplémentaire. Mais attention, il faudra obligatoirement remplir ces conditions au cours d'un même tour de jeu. À vous de dompter les éléments, d'utiliser les cartes de la meilleure des manières pour remplir ces objectifs. Ensuite, on retrouve les effets météo. Ce sont tout simplement des cartes additionnelles qui vont venir étoffer le paquet de cartes actions avec des effets puissants qu'on devra appliquer immédiatement pendant son tour, mais en contrepartie, on aura libre choix sur les actions qu'on voudra utiliser si on les joue, et c'est ce qui est symbolisé par ce logo en forme d'éclair. Naviguer, attaquer, réparer ou tout simplement gagner des doublons, à vous de voir. Si on possède la carte Maelstrom, on devra alors récupérer des jetons Maelstrom qui sont au nombre de 2 et qu'on va placer où on souhaite sur le plateau, à l'exception du repère des pirates, et qui vont créer une sorte de portail entre ces 2 tuiles. On va pouvoir utiliser ces passages, mais on devra sacrifier une action naviguer pour pouvoir faire cette action, et on va ainsi pouvoir se téléporter sur l'autre tuile sur laquelle sera l'autre jeton Maelstrom. Mais ce voyage chaotique va laisser des traces puisqu'il va nous faire subir un dégât. Et à noter que ces jetons vont rester en place jusqu'à la fin de la partie, mais pourront être déplacés lorsqu'un autre joueur aura une carte Maelstrom en main. On va maintenant aborder une partie vraiment intéressante avec l'ajout d'une variante pour une partie à 2 joueurs, puisqu'en plus de se battre entre pirates, il va falloir aussi compter sur le spectre pour nous mettre des bâtons dans les roues, ou plutôt de la suie dans nos canons. Le spectre est en fait un lapin maudit condamné à hanter à jamais les océans à bord de son vaisseau fantôme, lui aussi à la recherche de reliques. Pour jouer à ce mode de jeu alternatif, qui je vous rappelle n'est à mettre en place que pour des parties à 2 joueurs, on va installer les tuiles comme pour une partie classique, à la différence qu'on va toutes les disposer sur leur face visible. On ne va donc pas révéler au fur et à mesure de nos déplacements, mais on va quand même y placer les doublons sur les tuiles qui en posséderaient le symbole.
Autre différence, on ne va disposer seulement que 2 paires de cartes île trésor contre 3 dans la configuration de base. Le spectre va avoir un bateau de couleur blanche qu'on ne va pas mettre sur le repère des pirates pour débuter la partie, mais sur sa grotte, c'est-à-dire sur cette tuile. Le spectre va se comporter comme un 3e joueur qui va intervenir lorsque les 2 joueurs en auront terminé avec leur tour de jeu. On va alors dévoiler les 2 prochaines cartes actions et jouer toutes les actions, mais attention, dans un ordre précis. D'abord, on va lui faire gagner des doublons et dès que le spectre va gagner 5 pièces, alors on va déclencher son pouvoir qui consiste, comme on peut le voir sur sa tuile, à dérober le trésor le plus précieux de chaque joueur. Donc attention, ça ne concerne pas les trésors qu'on aurait déjà échangés au repère contre des points de butin qui, une fois la transaction effectuée, doivent être défaussés. Et non, ça va concerner les trésors qui sont encore dans notre soute, sur notre bateau. On va ensuite défausser les 5 pièces et on va répéter cet effet à chaque fois que le spectre va accumuler les 5 doublons. Ensuite, on va venir réparer le bateau fantôme tout simplement en retirant un jeton de dégâts par icône de réparation sur les cartes qu'on aura révélées pour lui. Vient maintenant le temps pour le lapin maudit de pourchasser et on va utiliser les icônes de navigation pour déplacer son bateau blanc d'autant de tuiles en direction du trésor avec la plus haute valeur, que ce soit une tuile ou sur les bateaux. Et on va le déplacer toujours en empruntant le chemin le plus court possible. Et en cas de trésor de la même valeur, en cas d'égalité, il va cibler le trésor le plus proche. Et parce qu'il va tenter par tous les moyens de nous dérober nos trésors les plus précieux, on devra toujours finir son déplacement, si possible, à portée des joueurs. Au cas où il décide de tenter une attaque bien placée. Et si sur sa trajectoire il passe par une tuile où se trouve le trésor avec la plus haute valeur, il va pouvoir s'en emparer et on va le placer juste ici, sur son plateau, et il repart illico à la chasse. Et à noter que le spectre ne va jamais appliquer ni les bonus ni les malus des cartes trésors qu'il aura en sa possession. Et comme ça reste un vaisseau fantôme, le fait, lui, de naviguer sur une tuile récif qui va d'habitude infliger un dégât à son bateau, ici, lui, il pourra les traverser sans aucune égratignure. Et la dernière action disponible qu'on devra réaliser en dernier, c'est évidemment, vous l'aurez deviné, l'attaque. Et à la fin de son tour, le spectre va tout simplement infliger un dégât à tous les joueurs qui se trouveraient à sa portée, et cette portée va être définie par le nombre d'icônes attaque à sa disposition, avec toujours un icône pour une tuile de portée. Une fois toutes ces actions réalisées, et je vous le rappelle vraiment dans cet ordre précis, on peut maintenant défausser ces 2 cartes qu'on vient de lui faire utiliser, et on est reparti pour un nouveau tour de jeu. Mais si le spectre peut nous attaquer, nous aussi on va pouvoir lui infliger des dégâts. Et au lieu de cibler le joueur adverse avec des attaques, on pourra tout aussi choisir d'attaquer le spectre exactement de la même façon. Et pour chaque dégât qu'on va lui faire subir, on va lui placer un jeton de dégâts face cachée sur son plateau. Et comme on peut le voir, on va pouvoir lui infliger jusqu'à 3 dégâts. Et celui qui va réussir à lui donner le coup de grâce avec un 3e jeton de dégâts, il va couler son bateau fantôme, récupérer le dernier trésor qu'il avait capturé et va le réexpédier sur sa tuile grotte d'où il repartira pour son prochain tour de jeu. Vous l'avez vu, c'est une nouvelle façon de gagner des trésors, mais il faudra tout aussi se dépêcher pour échanger nos trésors repères, histoire de ne pas se les refaire piquer pour les prochains tours. Voilà, avec tout ça, je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut pour débuter une bonne et belle partie de The Last Bottle of Rome. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour le petit débrief? Alors déjà, commençons par l'édition, c'est vraiment très beau. Les tuiles personnages, elles sont rigides, elles sont bien épaisses, on a plaisir à les manipuler. On va retrouver la petite histoire, ça aussi ça a été permis par les nombreux contributeurs. L'histoire de chacun des personnages, c'est toujours ça à prendre. Les tuiles du plateau de jeu, elles sont vraiment solides, on a plaisir à les retourner, à les découvrir au fur et à mesure de la partie. Et les cartes, elles sont très jolies, elles sont très résistantes, malgré les nombreuses parties qu'on a pu faire, elles ont vraiment tenu le coup. De ce côté-là, rien à dire. Et sans parler du thermoformage aussi, regardez ça, tout est parfaitement bien étudié, il y a tout qui va pouvoir rentrer exactement où on en a besoin, il n'y a pas de problème pour trouver la place et tous les emplacements, toutes les tuiles vont pouvoir retrouver leur emplacement juste ici, ça aussi c'est vraiment très bien fait. Le rangement se fait facilement, rapidement et sans aucun souci, c'est propre, c'est précis, bravo. Les illustrations, franchement, vous avez vu, c'est magnifique, c'est vraiment très beau. Je pense qu'on peut largement tirer tous notre chapeau quand on sait que derrière ce jeu, il y a seulement 2 personnes pour la création, l'édition et aussi les illustrations.
On a Quentin Vernet qui a conçu le jeu et Baptiste Michard qui est derrière toutes ces magnifiques illustrations. Et oui, ce sont deux Français. Honnêtement, je vous dis un grand bravo messieurs. Si les règles sont simples à intégrer et même le livret il est plutôt assez fin, il n'y a pas beaucoup de lecture à avoir, je pense qu'en 10-15 minutes je pense que vous aurez vu l'intégralité de toutes les règles, mais c'est en faisant plusieurs parties qu'on s'est vraiment rendu compte qu'on n'avait pas tout utilisé, on n'avait pas compris toutes les spécificités du jeu, que ce soit les tuiles, que ce soit les cartes ou aussi les extensions, notamment avec les primes, on n'avait pas tout compris du premier coup, d'où ma vidéo. Après c'est fluide, c'est vraiment plaisant, même si à 2 joueurs, si chacun va se déplacer d'un côté du plateau avec chacun ses propres objectifs, ça va quand même manquer d'interaction et on va vite arriver au bout. Et c'est là que la variante avec le spectre lapin maudit a tout son sens. Ça, c'est malin. On cherche toujours à avoir les meilleurs trésors, à les revendre au meilleur prix, à filer directement vers le repère des pirates, mais c'est sans compter ce spectre qui va mettre des bâtons dans les roues, va nous empêcher, va nous voler, va nous attaquer, et ça c'est vraiment très bon. Plus de tension, plus de réflexion, c'est vraiment un grand plus pour les parties à 2 joueurs. Pour nous, ici, c'est un grand oui. Mais c'est vraiment à 4 voire à 5 joueurs que je trouve que le jeu révèle tout son potentiel, où on va pouvoir tous se liguer vers le joueur en tête en essayant de l'attaquer, de lui infliger des malus, de lui faire perdre ses trésors, limiter le nombre de trésors qu'il pourra transporter ou encore limiter ses mouvements. Là, c'est une sacrée bataille et c'est ça qui est bon. Le seul petit regret que j'ai, c'est dans la variété des cartes, il y en a quand même une dizaine, il y a de quoi faire, mais on va facilement et rapidement retomber sur les mêmes cartes, et là où tout l'intérêt du jeu va résider, c'est qu'à chaque fois on va jouer seulement que 2 cartes et il va falloir les combiner ces 2 cartes à chaque fois de manière peut-être différente pour potentialiser son jeu, pour accumuler les effets et peut-être de jouer 3 cartes, 4 cartes, voire vider totalement sa main si on en avait un petit peu plus. Mais c'est peut-être pour mieux y revenir avec une future extension, qui sait. Voilà, j'ai été ravi de vous présenter The Last Bottle of Rum, un jeu qui devrait sortir dans vos boutiques premier trimestre 2021, mais qui va être amené directement chez vous si vous avez suivi la campagne et que vous avez contribué via Kickstarter avant les fêtes de fin d'année 2020. Si cette vidéo vous a plu, comme toujours, lâchez-moi des pouces, allez-y, n'hésitez pas et laissez-moi des commentaires, je vous réponds le plus rapidement possible. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre et à partager cette passion. N'hésitez pas aussi à venir nous rejoindre sur Insta, ça nous fait plaisir, on partage les jeux les plus récents, les avis, et il y a même des petits jeux et voire des concours, donc restez bien à l'affût. Et comme toujours, je vous laisse avec un catalogue de vidéos, des jeux que vous ne connaissez peut-être pas, des tops, ça dépendra de sur quoi vous allez tomber. Peut-être même des jeux que vous connaissez, mais vous voulez vous rafraîchir la mémoire avec les vidéos explicatives avec les règles complètes. Allez-y, c'est fait pour ça. Et comme toujours, je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!